notre histoire commence avec exactement il y a un siècle. Einstein a découvert les équations de la relativité générale fin de l'année 1915 et il a écrit son article en 1916. Je veux très rapidement repasser avec vous le parcours théorique depuis ces équations jusqu'à la physique du mouvement de deux trous noirs et le calcul de l'émission ici d'une forme d'onde liée à la fusion de deux trous noirs. Ici, la forme d'onde est calculée par une méthode analytique, la méthode EOB, Effective One Body, que je décrirai. Bon, ça ne passe pas ça. Bon. Alors, d'abord, il y a un nom qui n'a pas été cité, mais qui me semble être important. C'est Freeman Dyson, en 1963, a été le premier en utilisant les formules et un exercice du Landau-Lifshitz qui améliorait un peu ce qu'avait fait Einstein en 1916-1918, qui a pensé le fait que l'exercice de Landau-Lifshitz consistait à prendre un système binaire et à montrer dans l'exercice que, comme à l'approximation la plus basse, il y a l'énergie pour un système binaire dans une orbite circulaire donnée par la loi de Newton, et que si cette énergie varie au cours du temps parce qu'il y a un flux donc gravitationnel donné, donc ça c'est une formule de Newton, et ça c'est la formule d'Einstein 1918 sur le flux d'énergie gravitationnelle à l'ordre le plus bas à l'infini. Ça vous donne une équation différentielle parce qu'il y a R ici, la distance entre les deux et R là, et en résolvant cette équation différentielle, vous trouvez que le rayon, la distance entre les deux objets, décroît au cours du temps. Pendant longtemps, ça décroît très lentement. Et puis, à la fin, ça devient catastrophique et ça tend vers zéro. C'est-à-dire, cette formule d'ordre le plus bas dit que les deux objets vont coïncider. Et l'onde gravitationnelle aussi à l'ordre le plus bas, du coup, elle émet un signal qui, pendant très longtemps, est une sinusoïde. Mais cette sinusoïde, à la fois, elle a une fréquence qui s'accélère, c'est le chirp dont parlaient Fabien et Cavalier, et elle a une amplitude qui augmente parce que ça tourne de plus en plus vite. Mais à la fin aussi, ça devient catastrophique, l'amplitude formellement tend vers l'infini. Donc, il doit se passer quelque chose, et l'idée essentielle de Freeman Dyson, c'est qu'il a été le premier à penser, en 1963, alors que les pulsars n'étaient pas découverts, que les étoiles à neutrons étaient purement une conception comme ça auquel peu de gens croyaient, une époque où les trous noirs n'existaient pas, en fait, dans l'esprit de la plupart des gens, de se dire, eh bien, s'il y a un système binaire de deux étoiles à neutrons, là, ce rapprochement va aller jusqu'à un point ultime où ils vont pratiquement se toucher, et donc on aura à la fin, c'est ça la citation de Joe Weber, la luminosité, à la fin, les vitesses deviennent de l'ordre de la vitesse de la lumière, les deux objets sont côte à côte, et donc ça émettra énormément d'ondes gravitationnelles, et ça, c'est un système intéressant. Maintenant, ça, c'était à l'approximation la plus basse. Pour arriver pour que les théoriciens aient pu calculer des choses qui soient utiles pour l'expérience, il a fallu aller bien au-delà de ce qui se trouvait dans le Landau-Lifshitz en 1951 et dans Einstein en 1916, à la fois du point de vue de la théorie du mouvement de deux corps, de la théorie de l'émission d'ondes gravitationnelles par deux corps, du problème du mouvement quand les deux corps en question sont des trous noirs, ce qui pose tout de même un problème particulier, de la notion de mode de vibration d'un trou noir et des développements liés à la relativité. Et donc, ces travaux ont été faits à la fois par des méthodes analytiques, et je vais décrire ce travail-là, et plus récemment, des idées de relativité mathématique ont pu être incorporées dans un schéma de calcul numérique des équations d'Einstein, et je vais décrire comment tout ça mis ensemble a pu donner des prédictions. Je commence par le premier point qui est la théorie perturbative du mouvement. Le problème à deux corps en relativité générale a une longue histoire qui commence comme toute notre histoire avec Einstein. Ça commence même avant la relativité générale, en fait en 1912, et puis dès 1913, où Einstein en 1912 dit qu'une particule d'épreuve dans un champ gravitationnel extérieur décrit par un espace pseudo-riemannien avec une métrique d'espace-temps G doit suivre les lignes les plus courtes ou les plus longues en fait dans cet espace-temps-là, des géodésiques. Après, il dit, il a déjà écrit des équations qui ne sont pas les équations finales pour commencer à trouver leurs solutions. Il cherche des solutions qui soient des petites perturbations de la métrique de Minkowski.
Il introduit, et c'est continué par Drost, des méthodes d'approximation dites post-newtoniennes qui utilisent le fait que si les objets sources ont des vitesses relatives petites par rapport à la vitesse de la lumière, on va avoir un petit paramètre, V sur C, et donc on va utiliser au maximum ce petit paramètre. Tout ça conduit au premier calcul de la loi d'interaction, d'attraction gravitationnelle entre deux corps, à l'approximation, première approximation au-delà de la loi de Newton, c'est-à-dire des corrections en V2 sur C2, qui ont été obtenues en fait par Einstein et Feld-Hoffmann en 1938. Mais après ça, on s'est rendu compte, et en particulier suite à la découverte des pulsars binaires par Hulse et Taylor, qu'il fallait avoir une théorie qui puisse décrire non seulement des étoiles. Une étoile normale, c'est quelque chose qui a un champ gravitationnel faible à l'intérieur de l'étoile, donc vous pouvez utiliser une méthode d'approximation où le champ gravitationnel est faible partout, en dehors des deux étoiles et à l'intérieur des étoiles. Mais quand vous avez une étoile, un neutron ou un trou noir, le champ gravitationnel à l'intérieur des trous noirs est énorme. Donc vous ne pouvez pas utiliser une méthode d'approximation uniforme. Donc il fallait des méthodes qui utilisent des découpages de l'espace-temps dans des régions proches des corps, loin des corps, et qui les combinent par des méthodes de raccordement de développement asymptotique, ce qui a été fait dans les années 70-80. Cette théorie a été nécessaire pour arriver à calculer les équations du mouvement des pulsars binaires que nous avons obtenues avec Nathalie Deruel en 81-82. Et là, j'aimerais corriger un peu une certaine assertion habituelle qui consiste à dire que le pulsar binaire, c'est une preuve indirecte de l'existence des ondes gravitationnelles. Non, c'est une preuve absolument directe que l'interaction gravitationnelle entre deux corps, le pulsar et son compagnon, s'est propagée à la vitesse de la lumière et de façon retardée, parce que le bon raisonnement pour expliquer, comme on l'a montré avec Nathalie Deruel, pour expliquer ce qui est observé dans le pulsar binaire, c'est que la force d'action gravitationnelle est modifiée par cette propagation à vitesse finie. Donc on ne parle pas d'énergie perdue, de trucs indirects, de bilan d'énergie. Directement, la loi de force gravitationnelle est modifiée. Mais pour décrire des trous noirs et des objets très denses comme les étoiles à neutrons, en fait, il est malcommode à tout moment de se dire oui, il y a vraiment là un trou noir, etc. Il est commode de dire on va remplacer, vu de loin, un trou noir ou une étoile à neutrons, c'est comme une particule ponctuelle. Évidemment, dans une théorie non linéaire comme la théorie d'Einstein, c'est beaucoup plus compliqué que dans les équations de Maxwell. On ne peut pas mettre des distributions au sens de Schwartz. Et c'est pour ça qu'il faut toute une théorie de régularisation qui a été importée depuis la théorie quantique des champs dans les années 80, d'abord, et jusqu'en 2000. D'abord, des méthodes de régularisation dites analytiques, il venait de Marcel Ries, et la régularisation dimensionnelle, qui consiste à dire que la dimension de l'espace-temps est une quantité complexe qui diffère de 4 par une quantité epsilon que vous faites tendre vers 0 à la fin du calcul. Ce travail analytique a permis de calculer les équations dites post-newtoniennes parce qu'elles sont développées en puissance de V sur C au carré. Donc j'ai dit le premier ordre est attribué en général à Einstein et Feld-Hoffmann 38, même s'il y a un travail de 17 qui avait déjà obtenu essentiellement la même chose. L'ordre suivant, c'est-à-dire V4 sur C4, a été obtenu par Nathalie et moi avec le calcul final ici en vert. Justement, le terme dont je parlais qui explique les observations, la courbe parabolique, de la phase du pulsar binaire, la phase orbitale, est directement un effet du terme en V5 sur C5 dans les équations du mouvement telles qu'on les avait obtenues. L'ordre suivant, en V6 sur C6, a été investigué par Jaranowski, Schaeffer, Blanchet, Fay, et le calcul complet pour la première fois a été obtenu par Jaranowski, Schaeffer et moi-même en 2001 en utilisant la régularisation dimensionnelle. Des termes en V7 sur C7 ont été rajoutés et ce n'est qu'en 2014 que l'approximation encore plus loin, V8 sur V8, a été obtenue complètement avec des particularités. Juste pour vous faire un peu peur un moment, donc ça c'est l'approximation newtonienne, on reconnaît le terme cinétique et le terme newtonien, ça c'est Einstein, Feld-Hoffmann 38, ça c'est 1982, ça c'est 2001, 3 PN, et 4 PN, le voilà, avec un effet qui est non local dans le temps. Donc ça, c'était un passage rapide de la théorie perturbative du mouvement. Ça, c'est le mouvement.
Mais on parle d'un système de deux corps qui bougent et qui émettent des ondes gravitationnelles. Donc il faut calculer l'émission d'ondes gravitationnelles, elle aussi, par un développement perturbatif. Le tout début de ça a été fait par Einstein en 1916-1918, qui a dit à l'approximation la plus basse, c'est un rayonnement quadrupolaire et je vous calcule ça à l'ordre dans la théorie la plus simple. Dans les années 60, il y a eu des théories mathématiques sur quelle est la structure à l'infini des ondes gravitationnelles sans les connecter à la source. Mais plusieurs travaux ont essayé de dire oui, mais pour la physique, ce qui est important, c'est de connecter ce qui est émis à l'infini avec la source. Et donc, après des essais d'introduire des schémas pour faire ça, en fait, le meilleur formalisme a été introduit par Blanchet, Ayer et moi-même à la fin des années 80 et en 91. Et c'est ce formalisme qui combine lui aussi des méthodes analytiques légèrement sophistiquées de prolongement analytique pour calculer les intégrales divergentes, une méthode multipolaire et post-minkowskienne, qui est en fait une méthode efficace, mais qui a été utilisée vraiment pour les calculs de l'observation. Donc, qu'est-ce que donnent ces calculs perturbatifs du flux gravitationnel ? Par exemple, le flux en watts, quantité d'énergie émise par seconde d'un système binaire dans une trajectoire circulaire. L'ordre le plus bas, c'est ce premier terme. X est la fréquence orbitale multipliée par la masse à la puissance 2 tiers. C'est comme V2 sur C2. C'est une façon intrinsèque de décrire la vitesse avec laquelle ça tourne. Donc vous avez, ça c'est Einstein, premier ordre, etc., jusqu'au l'ordre 7,5. Mais cette connaissance perturbative ne suffit pas parce que, comme Fabien Cavalier l'a dit, à la fin, ça suffit dans la période, la première période de l'in-spiral des deux corps, mais vers la fin, les deux corps se rapprochent tellement que le paramètre qui vient d'être introduit, en fait, qui n'est même pas écrit ici, mais vous pouvez, la vitesse n'est pas un concept bien défini. En relativité générale, ça n'a même aucun sens. Mais vous pouvez définir une vitesse de façon observationnelle en partant de la fréquence orbitale et de faire comme si la loi de Kepler était vraie, et vous définissez un rapport V sur C en utilisant la fréquence des ondes gravitationnelles. C'est une convention, mais ça donne aussi un paramètre de développement. Mais dans cette convention-là, ce petit paramètre de développement de tous les calculs que j'ai montrés, V sur C, effectivement, devient 1,5 à la fin. Donc, quand vous avez une série... et en fait, le rayon de convergence, il n'est pas 1, il est plus proche de 1,5 aussi. Donc, en fait, cette série diverge à la fin. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ces calculs perturbatifs comme ça. Il faut une méthode de ressommation. Et c'est là où la méthode dite un corps effective, Effective One Body, EOB, qui a été introduite dans les années 2000 à l'IHES par... mon étudiante postdoctorale Alessandra Buonanno, moi-même et d'autres collaborateurs européens. Son idée essentielle est, je vais juste en donner une saveur, est de prendre les résultats perturbatifs et de les masser, de les remettre dans une forme qui vont pouvoir être utilisées jusqu'à la fusion des deux trous noirs, c'est-à-dire jusqu'à ce que les deux trous noirs se touchent en utilisant un certain nombre d'idées pour faire ça. Et après de dire cette formulation maintenant ressommée qui permet d'aller jusqu'à la fin, ce que le calcul de Dyson ne permettait pas de faire, va permettre de décrire le mouvement des deux trous noirs jusqu'à ce qu'ils se touchent. Et à ce moment-là, on a dit, eh bien, dès qu'ils vont se toucher, en fait, ils vont fusionner très rapidement. Et le signal va être en fait un trou noir déformé, les modes de vibration d'un trou noir déformé, ce qui était un concept introduit par Vishveshvara en 1970, un chercheur indien qui a découvert le concept de mode de vibration d'un trou noir, et Davis, Ruffin et Tumney ont été les premiers à voir qu'effectivement c'était excité lors d'une particule tombant dans un trou noir. Et dans l'année 2000, nous avons publié un article où a été calculée pour la première fois la forme de coalescence, la forme d'onde gravitationnelle à l'infini émise par la fusion de deux trous noirs, avec ici l'in-spiral, ici la plongée quand les deux objets ne tiennent plus autour de l'autre, la fusion des deux trous noirs et le signal dit de ring-down. Et cette même méthode a permis, par exemple, d'estimer quel était le moment cinétique du trou noir final. Et ce calcul fait en 2000 est en accord avec à 10% près avec les calculs numériques ultérieurs et l'observation.
Donc, juste pour avoir une petite idée de la technologie utilisée, vous avez ici à gauche la théorie perturbative du mouvement de deux corps, qui sont deux lignes dans l'espace-temps, qui échangent des forces gravitationnelles, des champs gravitationnels, à des ordres perturbatifs de plus en plus élevés. Vous remplacez ça par l'idée, ça doit être équivalent à une particule de masse mu, où la masse mu est la masse réduite habituelle du problème à deux corps, qui se déplace dans une métrique inconnue d'un espace-temps à construire. Et le problème, c'est de construire cet espace-temps. Donc vous écrivez cet espace-temps à symétrie sphérique, il est paramétrisé par deux fonctions, et vous calculez ces fonctions à partir des données perturbatives. Le résultat, c'est que l'hamiltonien de cette méthode est ressommé, et vous le voyez en ce sens que cet hamiltonien, il n'est pas donné par une série comme ça, 1 plus P2 plus P4, mais par la racine carrée de la racine carrée de quelque chose qui contient des carrés, des puissances quatrièmes, des fonctions elles-mêmes ressommées. Un paramètre important dans tout ce calcul, c'est la masse totale du système, M1 plus M2, ça c'est la masse réduite, et le rapport entre les deux s'appelle nu. Et pour répondre à une question passée, effectivement, tous les effets d'augmentation de la masse pour un corps en mouvement par un facteur gamma de Lorentz, plus bien sûr tous les effets de relativité générale sont pris en compte dans ces calculs et donc ils n'ont pas à être rajoutés à la fin. Voici une simulation faite avec cette méthode Effective One Body qui calcule, vous voyez ici, le mouvement relatif des deux corps. Analytiquement, en fait, les équations sont analytiques, vous mettez ça après sur un PC, et en même temps, ça calcule quelle est l'onde gravitationnelle émise à l'infini. Donc, cette onde gravitationnelle, il y a la période in spiral, où ils sont assez loin de l'autre, et puis là, ça va de plus en plus vite, ils s'approchent, et ici, il y a la fusion des deux trous noirs, et vous attachez un signal de vibration du trou noir à la fin. Ça, c'était le côté analytique vers l'année 2000. À l'époque, il y avait déjà 25 années de développement en relativité numérique qui n'avaient pas réussi à calculer en fait que donnait la fusion de deux trous noirs, mais quelques années plus tard, donc la théorie de la relativité numérique est fondée sur des fondements mathématiques qui ont été créés par Georges Darmois dès 1927, André Lichtowitz et surtout Yvonne Choquet-Brua. Mais pendant très longtemps, malgré tout ce travail, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, puisque les calculs numériques se cassaient la gueule après une fraction d'orbite. Et un jeune postdoctorant canadien a été le premier à faire la percée significative en 2005, tout seul dans son coin, en utilisant des coordonnées harmoniques du type dont parlait Yvonne Choquet, Brua, mais avec une version généralisée, qui est en fait un truc essentiel qui permet de la stabilité, et puis une façon d'exciser les trous noirs. Assez rapidement, deux autres groupes aux États-Unis ont trouvé une autre méthode pour représenter le mouvement de deux trous noirs, qui est assez proche de la méthode analytique où c'est des fonctions delta. C'est aussi des singularités dans le système de coordonnées que vous utilisez, des moving punctures. Ça, c'est les premiers résultats numériques, non pas pour H, mais pour sa dérivée seconde dans le temps. C'est pour ça que c'est plus localisé autour du... Et vous voyez, il y a des incertitudes. Ça, il y a, avec H égale à ça, c'est-à-dire plusieurs résolutions. Vous voyez que c'était assez grossier, mais assez rapidement, les calculs numériques ont utilisé des méthodes plus stables, plus efficaces. Et voilà un exemple fait par le groupe Caltech-Cornell, Simulating Extreme Spacetime, où maintenant la relativité numérique peut calculer des ondes émises par la fusion de deux trous noirs pendant un nombre d'orbites plus important et avec haute précision. Assez rapidement, l'existence, mais ces calculs numériques, finalement, ils mettent 1 mois à calculer une forme d'onde. Et donc, c'est beaucoup trop lent. Il faut, dans l'analyse des données, comme va nous l'expliquer Éric Chassan-de-Motin, a utilisé 250 000 formes d'ondes dans la méthode du filtre adapté. Donc, s'il fallait 1 mois fois 250 000, vous voyez qu'on ne serait pas encore à parler de l'événement. Donc, il faut des méthodes beaucoup plus rapides. C'est pour ça que les méthodes analytiques sont importantes. Mais, comme les méthodes analytiques, à la fin, tout de même, perdent de la précision, même si elles devinent ce qui se passe, ça est un peu grossier à la fin, j'ai dit de l'ordre de 10%. La relativité numérique, elle, décrit la fin très bien. Donc, l'idée est née, à partir des années 2005-2006, de combiner les résultats analytiques de la méthode IOB et les résultats numériques pour améliorer les résultats de cette méthode. Et ce travail a été fait par deux groupes indépendamment,
mon groupe à l'Institut des hautes études scientifiques en France, et le groupe autour de mon ancienne postdoctorante, Alessandra Buonanno, qui a quitté la France à ce moment-là parce qu'elle ne trouvait pas un groupe où elle puisse se développer suffisamment, et elle est allée aux États-Unis où là elle avait accès au calcul numérique, et elle a développé dans son groupe aussi ce lien, cette fusion entre les méthodes analytiques et numériques. Mais cette fusion utilise toujours des concepts, et en particulier des concepts analytiques et de ressommation, puisque tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait ressommer la dynamique, mais il faut aussi ressommer la forme d'onde. La forme d'onde aussi est donnée par un développement en puissance de V sur C. Mais comme V sur C devient de l'ordre de 1 à la fin, c'est une série très mal convergente, il faut faire des choses pour que la série soit mieux calculée. Et là, bon, on ressomme un nombre infini de logarithmes, comme en théorie quantique des champs, et puis d'autres méthodes de ressommation, et ayant ressommé l'amplitude, on met ça comme force de freinage au membre de droite de la dynamique hamiltonienne pour pouvoir calculer la réaction de rayonnement. Un autre aspect a été aussi d'améliorer la description. J'ai dit qu'il y avait une métrique d'un espace-temps fictif dans lequel une particule décrivant essentiellement une géodésique dans cet espace décrit la dynamique à deux corps dont on parle. Les calculs analytiques de la fonction A. La fonction A, c'est la fonction qui apparaît dans la théorie d'Einstein comme le coefficient de dt carré, du temps au carré. Donc, si vous connaissez un peu la relativité générale, vous savez que dans la solution d'un trou noir, cette fonction vaut 1 moins 2 gm sur R, C2, c'est-à-dire c'est essentiellement le potentiel gravitationnel qui décrit le puits gravitationnel créé par un trou noir. Mais ici, U désigne Gm sur RC2, donc 1 moins 2U, c'est 1 moins 2 fois le potentiel gravitationnel, c'est le trou noir de Schwarzschild. Et tous les autres termes sont des déformations dues au fait que vous avez deux corps et pas seulement un corps. Ces calculs-là ont été faits analytiquement jusqu'à ce terme logarithmique au 6e ordre en U, mais vous faites deux ressommations. D'abord, vous allez prendre un approximant de Padé, c'est-à-dire vous remplacez une série de Taylor, 1 plus U plus U2 plus U3, par une fraction rationnelle, avec 1 plus U plus U2 en haut, 1 plus U plus U2 en bas, et de sorte que c'est la même chose. Donc il y a ce Padé. Et puis, ici, vous introduisez un paramètre qui n'est pas calculé analytiquement, mais vous le laissez libre, et vous utilisez les calculs numériques en disant « je vais trouver, en comparant au calcul numérique, quelle est la meilleure valeur de ce paramètre ». Donc, il est calibré par les calculs numériques. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous voyez des nombres avec des chiffres comme ça. Ça vient d'informations non perturbatives analytiques. Okay. Ici, c'est juste pour dire qu'il y a... donc ça serait une particule de masse infinitésimale dans un trou noir de Schwarzschild, avec le potentiel 1 moins 2m sur R. Et tout ce travail analytique a déformé ça en le poussant un peu sur la gauche, c'est-à-dire que finalement, le potentiel gravitationnel entre deux trous noirs est un peu moins attractif que le potentiel gravitationnel entre une masse et un gros trou noir. Parce que c'est positif, donc c'est dans le sens moins attractif. Et là, il y a deux courbes, celle calculée par Alessandra Buonanno et son équipe aux États-Unis, et la nôtre, et vous voyez que dans la zone d'intérêt, qui en fait va jusque-là, qui est la fusion des deux trous noirs, elle coïncide très bien avec des méthodes différentes. Ça, c'est une comparaison directe entre la forme d'onde calculée par cette méthode analytique, effective one body, mais avec une amélioration venant de la relativité numérique, et le calcul numérique. En fait, il y a deux courbes ici. On ne le remarque pas tout de suite parce que les deux courbes coïncident avec très grande précision. Mais si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a une courbe noire qui est un tout petit peu au-dessus et la courbe rouge. La courbe rouge est la courbe analytique et la courbe noire est la calcul numérique du groupe de Caltech-Cornell. Donc ça, c'est juste pour montrer que les calculs analytiques, de façon surprenante, parce que les calculs analytiques, pendant longtemps, ils décrivent le mouvement des deux trous noirs comme deux masses ponctuelles. Et puis, à la fin, on se dit, ces deux masses ponctuelles, tout d'un coup, ça devient un seul trou noir, qui est la fusion des deux trous noirs, et on écrit, ce trou noir, il vibre, et il crée des modes de vibration. Donc, c'est, à un certain point de vue, c'est grossier, en fait, de mettre ensemble les deux, et vous le mettez à un point que vous calculez dans l'intérieur. Mais vous voyez que cette approche grossière est très précise, en fait. Elle est très précise aussi du point de vue de l'analyse des données, c'est-à-dire que ça, c'est les calculs
je ne sais pas comment on dit overlap en français, du produit scalaire sesquilinéaire entre une forme d'onde calculée par la relativité numérique et une forme d'onde analytique avec le poids de Wiener, c'est-à-dire l'inverse du bruit. Et quand ce nombre est très proche de 1, ici c'est la différence 1 moins ce nombre, et vous voyez que les différences ici sont de l'ordre de 10-3, ce qui veut dire que ces formes d'ondes coïncident avec les numériques à 99,9%. Mais non seulement elles permettent de calculer les formes d'ondes, mais elles permettent aussi de dire des choses physiquement intéressantes pour d'autres choses, qui est que l'énergie du système binaire est une fonction du moment cinétique du système, parce que pendant l'évolution, le moment cinétique diminue, l'énergie diminue. Vous pouvez tracer la courbe entre les deux, et la courbe, vous pouvez la calculer numériquement, vous pouvez la calculer par les développements post-newtoniens standards, ou par la méthode Effective One Body, et vous trouvez que les développements post-newtoniens standards sont ici. Ils sont très bons ici quand les corps sont éloignés, c'est-à-dire que le moment cinétique est grand, mais quand ils deviennent proches, ça devient de plus en plus mauvais, alors que la méthode analytique est très proche jusqu'au merger, jusqu'à la fusion des deux trous noirs. Ça, ce sont les signaux observés. Alors, comme on le verra plus clairement dans l'exposé de Chassand-Motin, en fait, c'est filtré déjà. Le vrai signal n'est absolument pas comme ça. Le signal est totalement perdu dans le bruit. Ça, c'est après filtrage, en sachant dans quelle bande de fréquence, entre 35 et 150, est le signal qu'on voit ça. Mais en tout cas, ça permet de dire que le signal est là et de le comparer à la prédiction analytique faite en l'an 2000 et au calcul de cette méthode dont j'ai oublié de donner le nom, qui est EOB-NR, c'est-à-dire la méthode Effective One Body améliorée par des résultats numériques. Et ça, comme Éric Chassand-Motin l'expliquera, c'est utilisé pour l'analyse des données. Alors, pour répondre à une question de mon confrère Alain Aspect, voilà en fait la densité par octave de fréquence. C'est-à-dire, il est très commode quand on est physicien de ne pas travailler en Hertz, c'est toujours 1 sur Hertz, 1 sur racine de Hertz. Non, df sur f comme mesure, de sorte que vous êtes par octave de fréquence. Ça vous dit combien dans chaque truc logarithmique vous avez de signal. Ça, c'est le carré du signal sur bruit en fonction de la fréquence. D'abord, ça, c'est l'onde gravitationnelle elle-même, qui en fait a une transformée de Fourier qui est plus importante à basse fréquence parce que ça évolue très lentement et donc dans une petite bande de fréquence, il y a beaucoup de cycles en fait. Donc vous avez le racine du nombre de cycles qui est là, enfin ici le nombre de cycles, mais quand vous convolez ça avec le bruit, c'est-à-dire vous prenez le rapport signal sur bruit, c'est la transformée de Fourier divisée par le bruit. La formule est écrite ici avec des facteurs qu'il faut. Et donc, ça vous dit d'où vient le signal que vous mesurez. Le signal est très grand, c'est 25 au carré, mais en fait, vous voyez que le pic du signal vient de l'inspiral. Le merger est ici, en fait. Malgré le fait que c'est là où la plus grande puissance est émise, le signal, en fait, et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un signal très précis longtemps avant pour ne pas perdre de cycle, là, et c'est aussi pour ça que les gens de LIGO Virgo ont décidé de couper en deux le signal en disant on va en prendre une partie pour dire c'est l'inspiral, c'est ce qui est à gauche de la ligne bleue. Ils ont tout de même fait attention de dire on ne va pas prendre après le merger parce qu'ils savaient qu'ils auraient trop peu de rapport signal sur bruit après le merger. Donc ils ont pris les choses un peu avant pour avoir tout de même un bon rapport signal sur bruit là et encore un rapport signal sur bruit dans la deuxième partie et de pouvoir faire les comparaisons pour dire que c'est bien le même signal. Donc ça, c'était la méthode analytique, Effective One Body NR. Vous l'avez vu faire le calcul en fait en temps direct, passer devant vous. Ça prend quelques secondes, parfois une minute si vous commencez très tôt. Pour nous, ça nous semblait très rapide par rapport à un mois de calcul numérique, mais on a compris qu'en fait, c'est très lent parce que quand il s'agit de calculer 250 000 ou 1 million de formes d'ondes, vous ne pouvez pas vous permettre de passer une minute sur chaque forme d'onde non plus, parce que 250 000 fois une minute, c'est déjà beaucoup. Et donc, il faut des méthodes qui calculent ça en 1 milliseconde. C'est pour ça qu'il y a une dernière étape qui va utiliser... Alors, il y a une étape qui va utiliser que les formes d'ondes EOB-NR, telles que, et d'en faire une représentation simplifiée par interpolation après transformée de Fourier, et une autre méthode phénoménologique qui utilise des hybrides entre la relativité numérique et les méthodes Effective One Body,
qui en font la transformée de Fourier, qui les combinent dans le time domain, qui en font la transformée de Fourier, et qui après approximent la transformée de Fourier par des polynômes pour représenter les choses. J'aurais dû dire aussi que quand on s'intéresse à la fusion de deux étoiles à neutrons, l'essentiel, comme le montrait ce que j'ai montré, le rapport signal sur bruit, vient essentiellement très tôt dans l'Inspiral. Donc là, on peut utiliser des choses non ressommées, c'est-à-dire les calculs analytiques développés en puissance, etc. Même si il reste le fait que si on veut extraire, par exemple, les nombres de Love des étoiles à neutrons, c'est-à-dire leur déformation par des marées, il faut utiliser la méthode Effective One Body qui est la meilleure. Donc ces modèles plus rapides, ces modèles qui créent des formes d'ondes et qui sont plus rapides à calculer, ont été construits, donc l'un à partir de ça par Michael Pürer, et ça a été une des classes de formes d'ondes utilisées dans les filtres adaptés à la Norbert Wiener utilisés pour calculer les masses, par exemple, parce qu'on ne connaît pas a priori les paramètres, donc il faut avoir des formes d'ondes qui sont fonction de ces deux paramètres, faire une corrélation entre le signal bruité et ce filtre, et puis regarder pour quelle valeur des paramètres cette corrélation a un pic. Et ça vous dit, donc sans doute, là vous avez un signal avec la masse M1 qui vaut ça, M2 qui vaut ça, etc. Et puis, les phénomènes, une autre version, dite phénoménologique, fait des hybrides en combinant des formes d'ondes du type analytique que j'ai décrit jusqu'assez proche du merger, de la fusion, et puis pour la partie juste avant la fusion et le ring down, après la fusion, d'utiliser des formes d'ondes purement numériques, de combiner les deux dans le domaine temporel et d'en faire la Fourier rapide, transformée de Fourier rapide, puis de représenter cette Fourier rapide par des polynômes interpolants dans l'espace des paramètres. Ici, je vais expliquer un peu ce qu'est cette courbe. Cette courbe représente les différences dans une zone de fréquence où ici c'est la fréquence circulaire, pas f mais 2πf, qui est là du mode quadrupolaire fondamental de l'onde gravitationnelle, qui est relativement tôt, qui est dans l'Inspiral, et ça compare divers approximants dits de Taylor, c'est-à-dire des calculs perturbatifs qui représentent la forme d'onde et son évolution de sa fréquence dans le temps comme une série de puissances. Mais il y a plusieurs façons d'écrire ça. Vous pouvez écrire une série de puissances dans le time domain, dans le frequency domain. Donc avec les mêmes équations, vous pouvez écrire plusieurs choses. Et ça porte des noms T1, T2, T3, T4, voulant dire Taylor. Et en fait, quand vous regardez de près, vous voyez que l'horizontale, enfin ici, c'est la différence entre la relativité numérique et EOB. Et donc, la courbe qui est la plus proche de zéro, c'est-à-dire la meilleure, c'est cette méthode ressommée, et les autres Taylor sont moins bons, même dans l'Inspiral. Donc, même dans la partie Inspiral, il faut utiliser des méthodes de ressommation. J'arrive à mes conclusions. Conclusion, c'est que il y a eu un très long chemin théorique si on commence avec Einstein en 1912-1916, mais ce chemin théorique s'est accéléré et s'est développé surtout à partir des années 1980. Ce chemin théorique avait prédit analytiquement dès l'année 2000 et numériquement, quand les calculs numériques, grâce à la percée de Praetorius, a marché à partir de 2005, le signal d'onde gravitationnelle émis par la fusion de deux trous noirs. Et ceci a été important pour justement valider ce qui a été observé, parce que si la théorie ne marchait pas du tout, c'est-à-dire si on n'avait qu'une idée extrêmement grossière, on aurait moins confiance, même si on verra dans l'exposé d'Éric Chassaing-Motin qu'il y a d'autres méthodes qui disent qu'il y a quelque chose tout de même de cohérent dans les deux détecteurs, qui a une certaine structure temporelle. Donc, mais avoir ça aussi permet de dire que ce sont deux trous noirs, ce qui est quelque chose d'important. Cette prédiction donc, théorique du signal est une fonction de tous les paramètres du problème. Ici, je n'ai parlé que comme s'il y avait un problème à deux corps avec deux masses. En fait, évidemment, tous les calculs dont je parle ont été faits aussi avec des trous noirs tournants, c'est-à-dire vous avez en plus deux vecteurs de spin qui ont des grandeurs séparées, donc ça vous fait tout de suite 3 et 3, 6 et 2, 8 paramètres dans l'espace, donc ça devient un espace très grand, et c'est là pour lequel il est crucial d'avoir une description analytique pour pouvoir décrire tous les cas où les spins bougent dans tous les sens, mais en même temps,
Alors, l'essentiel du travail théorique a été fait par l'école française, c'est pas la peine de le cacher, avec ses ramifications internationales, puisque ce travail a été fait en collaboration avec des gens d'Inde, d'Allemagne, d'un peu partout, mais centré sur des gens en France, qui a joué un rôle central, à la fois pour la théorie perturbative et pour les théories ressommées. J'aimerais aussi, pour ne pas se cacher la face, que la relativité numérique, et c'est un de mes grands regrets, s'est développée partout ailleurs qu'en France. C'est-à-dire elle s'est développée aux USA, au Canada, en Allemagne, mais ni en France, ni en Italie, qui sont les partenaires de Virgo. Donc, c'était juste une remarque. Le travail est loin d'être fini, de même que Fabien Cavalier finissait en disant « c'est le début ». Ici, pour les calculs théoriques, enfin, on est plus qu'au début, mais il y a une nécessité théorique d'étendre et d'améliorer la modélisation théorique. Du côté, par exemple, où les deux étoiles sont des étoiles à neutrons, parce que les effets de déformation par les marées est quelque chose d'important à la fin. Ça a déjà été pris en compte d'une certaine façon, mais on veut toujours améliorer. Les effets de spin, les effets d'excentricité. J'ai oublié de dire qu'il y a eu un résultat de 1964 de Peters qui avait montré, c'est vrai, personne ne l'a dit, donc il faut le dire, que si vous partez d'un système binaire au départ, qu'il y a une excentricité quelconque, même 0,9, n'importe quoi. En fait, lors de l'évolution sous le freinage de rayonnement gravitationnel, il va perdre son excentricité avant de diminuer en taille. Les deux évoluent, mais l'excentricité diminue beaucoup plus vite, ce qui veut dire qu'assez rapidement, il va devenir essentiellement circulaire, mais il va être encore fait de deux corps éloignés l'un de l'autre. Et donc, après ça, ça simplifie le problème parce que vous avez un problème qui est essentiellement circulaire jusqu'à la fin. Mais tout de même, si le système dont on parle a été créé juste récemment, c'est-à-dire il y a seulement 1 million d'années plutôt que 200 millions d'années, il pourrait avoir une excentricité résiduelle. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Et puis bien sûr, il y a toute la physique, très importante pour les étoiles à neutrons, parce que les trous noirs, en fait, j'aurais tendance à admettre que comme ces deux trous noirs qui ont tourné l'un autour de l'autre pendant des centaines de millions d'années, ils ont eu le temps d'évacuer toute la matière résiduelle qui pourrait exister. Il ne doit pas y avoir tellement de disques d'accrétion stables autour de ça. Alors que deux étoiles à neutrons, ça c'est de la matière, et donc la fusion de deux étoiles à neutrons, on espère que ça donne les gamma-ray bursts. Par exemple, c'est une idée, mais on n'est pas sûr du tout ce que ça donne. Mais en tout cas, les signaux électromagnétiques associés au cas où il existe une ou deux étoiles à neutrons dans le système, c'est quelque chose de très important et on espère voir bientôt des observations conjuguées. Virgo jouera un rôle essentiel en disant c'est là dans le ciel avec une petite barre d'erreur et là on verra ou on ne verra pas des signaux électromagnétiques associés. Merci. Merci. Juste une remarque, j'espère qu'on ne va pas étendre la relativité numérique à d'autres domaines que la physique théorique. Parce qu'en économie, ça donnerait des choses terribles. Après ça. Thibault, la coïncidence de ces méthodes EOB et numériques et leur renforcement mutuel sont évidemment des extraordinaires et donnent beaucoup confiance dans ces calculs admirables. Merci, mais ce sont des méthodes dans lesquelles on a du mal à mettre une borne éventuelle sur l'erreur, bien évidemment. Est-ce que, de même que le PADé que vous faites pour l'émission non gravitationnelle, est-ce que, d'une certaine façon, le fait que ces trous noirs observés soient relativement plus massifs que ceux qui étaient attendus est un élément favorable pour la précision? Non, pas du tout. Le calcul, tu as raison pour l'erreur. Les vraies erreurs sur cette méthode analytique, c'est la comparaison avec la relativité numérique, qui a d'autres erreurs, mais qui arrivent à les contrôler. Et quand on arrive avec les deux, là, on sait l'erreur sur chacune des méthodes, à peu près. Le calcul analytique scale complètement, c'est-à-dire la masse m, tu la mets égale à 1 au début, et donc ça te dit que l'unité de temps, c'est 5 microsecondes, mais tu l'appelles 1. Donc le fait que ça soit 30 masses solaires, une masse solaire ou pas, ne joue aucun rôle pour le côté analytique et sa valeur. V sur C n'est pas un paramètre, la grandeur observée de V sur C n'est pas un paramètre nécessaire pour la précision. Si, mais le V sur C, il est obtenu en multipliant la masse par la fréquence, et donc c'est un objet sans dimension.
C'est ça qui... Donc lui, il ne scale pas. C'est vrai que V sur C, à la fin, vaut 1,5, que ça soit 2 trous noirs d'une masse solaire, de 30 masses solaires ou de 10 puissance 6 masses solaires. Sébastien Balibar. Merci beaucoup. 2 petites questions. La première, visiblement, vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie au calcul de ce problème particulier. Est-ce que vous aviez l'intuition que ce serait la fusion de 2 trous noirs qui serait le premier type d'événement détecté? Deuxième petite question, comment est-ce que vous définissez le moment où 2 trous noirs se touchent? Alors, dans toutes ces années-là, les calculs s'appliquaient à la fois à 2 étoiles à neutrons, dont on savait qu'ils existaient dans l'univers. 2 trous noirs, je n'ai jamais cru tellement les estimations astrophysiques qui variaient énormément. Je n'ai découvert qu'après la détection, la prédiction qu'avaient faite Chris Belchinski et ses collaborateurs, qu'en fait la première détection devrait être 30 masses solaires. Apparemment, la plupart des gens ne l'ont pas prise au sérieux non plus, donc elle n'avait pas été très publicisée. Mais il n'y avait pas besoin de ça. On savait que sur le plateau, il existerait des systèmes binaires d'étoiles à neutrons. La motivation était suffisamment importante. Ta deuxième question, c'était... Comment est-ce qu'on définit le Ah oui, le moment étoile. Alors, ça, c'est quelque chose qui est effectivement très délicat, parce qu'il ne s'agit pas de parler de distance ou de choses comme ça. Il se trouve qu'à l'intérieur de la méthode EOB, il existe un moment où on peut calculer, lors du rapprochement, la fréquence d'onde gravitationnelle émise et quand, à l'intérieur du formalisme, la distance passe à une certaine distance, cette fréquence, au lieu de continuer son mouvement d'augmentation comme ça, elle a tendance à vouloir redescendre. Et c'est là, à l'intérieur du formalisme, où il est naturel de dire on coupe. Et on attache là la fusion des 2 trous noirs. Et ça, qui était un guess, a été bien vérifié par les calculs numériques, qui montrent que la fusion est extrêmement brève. En fait, les 2 objets ne se touchent pas encore, en fait, en un sens, et puis les 2 horizons fusionnent comme 2 bulles de savon qui sont prêtes à se toucher. Voilà. Les bulles de savon, elles ont une surface bien définie. Ah, la surface des trous noirs est mieux définie. Non, il y a des surfaces de trous noirs. Les trous noirs ont des horizons. Mais ici, la fusion est avant que les horizons se touchent, en un sens, qui se forme un 3e horizon autour des 2 horizons. Bien, juste une dernière question et après on passera à l'exposé. On nous dit que le trou noir au centre de notre galaxie, c'est 2,73 millions de masses solaires. Je croyais que c'était plutôt 4, non? On a trouvé avec WISE une source qui fait 30 000 milliards de masses solaires. Est-ce qu'on peut s'attendre à des événements beaucoup plus violents avec des objets de ce type? S'il y a 2 trous noirs... alors, c'est lié à la réponse à la question d'Édouard. Les choses scale, la fréquence scale comme l'inverse de la masse. Donc, ça va être des événements violents. L'énergie émise lors de la fusion de trous noirs de masse, milliards de masses solaires, sera 5%, si on compte l'in-spiral, de 5 milliards de masses solaires en énergie. Donc, au lieu de dire on a perdu 3 masses solaires en énergie, on en aura perdu 5% de 5 milliards, etc. Donc, c'est énorme. Mais les échelles de temps deviennent beaucoup plus lentes parce que c'est à l'inverse. Au lieu d'avoir 0,2 secondes, ça sera 1 milliard de fois 0,2 secondes. Donc, ça sera un événement beaucoup plus calme. Mais les pulsars, le réseau de pulsars, comment il s'appelle, Timing Array, Pulsar Timing Array, PTA, devrait voir ces signaux-là s'il y en a dans la bonne distance. Merci. Et nous allons passer.